Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Xavier Bertrand a annoncé hier soir qu'il soumettrait son nom au Congrès des Républicains. Il y aura donc un seul candidat de la droite classique pour la présidentielle, ou une seule candidate. LR reprend un petit peu espoir. Est-ce que ça va obliger Emmanuel Macron à revoir sa stratégie pour 2022 ? Non, pas à revoir sa stratégie, elle est définie et il va la poursuivre imperturbablement jusqu'à l'élection. Mais c'est vrai que la décision de Bertrand lève une hypothèque dans la droite modérée. Il y aura sans doute un seul candidat et c'est un événement important vis-à-vis de Zemmour, vis-à-vis de Macron, vis-à-vis de Marine Le Pen. On va avoir une offre politique qui sera ce qu'elle sera. Est-ce qu'elle sera portée par Barnier, par Pécresse, par Bertrand, je n'en sais rien, mais qui sera unique et on va avoir une élection qui, à mon avis, verra plutôt l'étoile Zemmour pâlir à partir autour de la fin de l'année, parce que Zemmour n'est pas porteur d'un vrai projet gouvernemental, et donc une élection plus classique qui se jouera entre le candidat LR, M. Jadot, et M. Macron, sachant que Emmanuel Macron garde vraiment une très forte longueur d'avance. En tout cas, le scénario d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a longtemps semblé le plus probable. Le jeu est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Ça sera peut-être plus compliqué qu'on pouvait l'imaginer pour Emmanuel Macron. J'ai été un peu rapide en disant que ce serait entre LR et Emmanuel Macron dans ma réponse précédente. En vérité, je crois quand même que la fonction historique de Zemmour, il y aura une fonction historique de Zemmour, comme disent les marxistes, ça sera de faire basculer la candidature Le Pen. Je pense que Marine Le Pen aura beaucoup de mal à retrouver un chemin. Elle a essayé tout au long de ces dernières années d'acheter un comme il faut républicain. Et en fait, cet effort-là ne l'a pas rendu exemplaire, mais l'a banalisé. Et maintenant, elle n'a plus de véritable positionnement. Alors, elle va continuer à exister, il y a du monde derrière elle. Ça ne sera pas la même chose selon que c'est Bertrand qui, à mon avis, reçoit un écho plus important du côté des électeurs du Front National ou des Gilets jaunes que Barnier ou Pécresse. Mais je crois qu'elle aura de toute manière beaucoup de difficultés. Xavier Bertrand, il s'est justifié hier soir sur TF1 avec ces mots. Y aller en solitaire, ça veut dire gouverner en solitaire. Vous avez vu ce que ça donne depuis 4 ans. Emmanuel Macron, c'est l'exercice solitaire du pouvoir ? Je crois que c'est une accusation assez répandue, que le mot vient de Giscard. Giscard avait attribué ça au général de Gaulle. C'était quand même pas mal, l'exercice solitaire du pouvoir par le général de Gaulle. Le pouvoir, moi je rappelle, je suis en vieux chrétien, démocrate, je me rappelle le mot d'Emmanuel Mounier, tout pouvoir est personnel parce que le pouvoir est exercé par des personnes. Nous sommes dans la Ve République qui attribue sans doute un pouvoir excessif au président de la République, mais ça a été la loi sous de Gaulle, même sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand, pas sous Chirac, parce qu'il a perdu les élections assez rapidement, sous Sarkozy, et sous Hollande, ça n'a pas bien marché parce qu'il n'a pas eu de relais parlementaire. Mais la Ve République, c'est le pouvoir d'un homme qui n'est pas seul, parce qu'il a en face de lui un Parlement qui doit équilibrer son pouvoir. Le problème aujourd'hui, c'est que le Parlement est trop monolithique. C'est pourquoi la famille politique à laquelle j'appartiens est très favorable à ce qu'on mette une bonne dose de proportionnel pour avoir une Assemblée nationale qui ne soit pas la photographie obéissante du président de la République. Et Emmanuel Macron l'avait promis à François Bayrou, il ne l'a pas fait, ne l'a pas réalisé, en tout cas sur ce quinquennat. Ça a été, c'est très regrettable et nous avons, mon groupe parlementaire a consenti à renoncer à cette proposition. Il a eu tort, je l'ai dit, ça a été un peu une occasion de friction entre nous, sympathique, mais de friction. Je crois qu'il fallait effectivement faire quelque chose sur le plan du mode de scrutin. Je pense que Emmanuel Macron a considéré que, en plein Covid, avec tout cela, les Français n'auraient pas compris qu'on se polarise sur une réforme de mode de scrutin. Il a tort. Parce que ce n'est pas parce qu'une réforme apparaît aux yeux de tout le monde comme secondaire qu'elle n'est pas importante.
Alors il y a un autre homme de droite, comme il se définit lui-même, qui vient de lancer son propre parti politique, c'est Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre répète que son premier objectif, c'est la réélection d'Emmanuel Macron. Il n'empêche que son initiative suscite beaucoup de méfiance au sein de la majorité. Est-ce que c'est votre cas? Non. Moi, je suis placide, beaucoup plus placide que beaucoup vis-à-vis d'Édouard Philippe. Je pense qu'il soutient Emmanuel Macron pour la prochaine échéance. C'est ça qui compte. Ensuite, vous savez que la Constitution interdirait à Emmanuel Macron, s'il était réélu, de briguer un troisième mandat. Je suis d'ailleurs opposé. J'étais au comité Balladur, où on avait préparé la réforme des institutions. On n'avait pas demandé, contrairement à ce que Sarkozy aurait souhaité, on n'avait pas demandé le arrêt à 2 mandats. Parce que je trouve qu'un candidat qui ne peut pas être réélu est un président qui ne peut pas être réélu est déjà un homme en sursis. Mais c'est comme ça. Et donc il est absolument normal, explicable, légitime, ou en tout cas humain, pour des candidats de voir un peu plus loin. Maintenant, je crois que Édouard Philippe aurait tort de se presser. C'est pas l'échéance, c'est pas le moment. Il va rassembler peut-être les gens qui viennent de la droite, et on aura besoin de ça, parce que la majorité de demain sera composite, mais il ne faut pas, comme on dit, danser plus vite que les violons. Alors justement, au sein de la majorité, on a donc à droite Édouard Philippe qui vise son propre groupe parlementaire en 2022, à gauche Territoire de Progrès qui espère faire la même chose, En Marche bien sûr, le MoDem dont vous faites partie. Ça veut dire que s'il est réélu, Emmanuel Macron risque d'avoir une majorité beaucoup plus compliqué à manœuvrer, ça va tirer dans tous les sens, non? Écoutez, moi je ne suis pas mécontent de ça parce que en 2017, quand j'ai décidé de soutenir la candidature de Macron, j'avais écrit quelque chose dans Télos, j'avais écrit en disant il y a 2 façons de concevoir l'équilibre de la future majorité, soit on fait un parti présidentiel qui étouffe toutes les familles politiques, et c'est ce qui a été fait, à l'exception du MoDem. Soit on fait un système plus à la Merkel, c'est-à-dire qu'on pense la majorité comme une convergence de la droite modérée, de la gauche modérée et d'un centre qui lui-même est à la fois pour partie démocrate chrétien et pour partie d'origine libérale, radicale, un peu laïque. Et je pense que les familles politiques en France sont des rivières souterraines. Elles ont disparu, mais elles continuent d'alimenter indirectement nos sensibilités. Donc je ne serais pas mécontent que le Parlement de demain reflète effectivement cette diversité de la culture politique française. Même si c'est plus compliqué pour l'exécutif. Ah oui, surtout si c'est plus compliqué. Ça, je crois que plus c'est compliqué pour l'exécutif, meilleur c'est pour l'exécutif et meilleur c'est pour la France. Rien n'est pire. Vous savez, Paul Valéry disait, le chef-d'œuvre d'une sculpture, c'est une transaction, une sculpture entre la volonté du créateur et la résistance du matériau. Si le matériau ne résiste pas, il n'y a pas de chef-d'œuvre. Alors le chef de l'État présente aujourd'hui un nouveau plan d'investissement. La France va s'endetter de quelques dizaines de milliards d'euros supplémentaires pour essayer de se construire une industrie d'avenir. En moins de 5 ans, on est passé finalement de la Startup Nation au retour de la planification. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a simplement des échéances terribles qui n'ont pas été prises par les Européens en général. Moi, je suis très frappé de l'échec relatif de l'Europe, pas de l'Union européenne, hein, mais des peuples, des sociétés, des économies européennes. Au début du siècle, à Lisbonne, on avait décidé de faire de l'Europe la nation la plus innovante, la plus technologiquement avancée. On a raté à peu près tous les processus, on a raté les semi-conducteurs, on est très lent dans le numérique, on s'est fait vraiment avoir sur énormément de choses. La France peut rattraper ça seule ? Non. Non, mais ce n'est pas l'idée d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est qu'il faut mettre de l'argent. Alors moi, je partage un peu hein, le scepticisme libéral de l'opinion de votre journal sur la capacité d'entraînement de l'État stratège. Mais je crois qu'il faut mettre de l'argent dans des secteurs importants. Lesquels ? Parce que le risque, c'est le saupoudrage. Donc, si vous deviez identifier 1-2 secteurs absolument prioritaires ? Non, mais moi, je suis... C'est très difficile de répondre comme ça mériterait vraiment une... Je pense que nous n'avons pas actuellement
une réflexion suffisante en Europe, je pense que c'est quelque chose auquel s'attache Bayrou dans son commissariat au plan, une réflexion suffisante sur ce que doit être le modèle économique, écologique de la France de demain. Je suis très très frappé sur le plan écologique de la façon dont on court vers des antinomies, vers des incompatibilités, vers des impossibilités. Et on y va droit. On y va droit. Alors maintenant, on bascule sur le nucléaire, heureusement. Je n'ai jamais été un nucléariste convaincu, mais l'idée qu'on puisse se passer du nucléaire dans la transition climatique, c'est... Bon, on a le problème des semi-conducteurs, qui est important. On a le problème de la production électrique. Comment va-t-on faire? Le problème des métaux rares. Tout ça devrait être articulé dans une réflexion stratégique. Or, je trouve que l'Europe est trop dogmatique, elle continue à diaboliser en fait le nucléaire, à répéter inlassablement les mêmes choses. Je crois que les écologistes, de façon générale, font fausse route. Ils ont, Rousseau ou pas Rousseau, ils se sont engagés dans un processus de diabolisation de l'innovation agricole, industrielle, nucléaire, que tout ça est faux. Mais là, je crois que c'est la grande réflexion qu'on devrait avoir. Et l'une des choses qui me paraît importante, c'est pour ça, moi je suis un littéraire pur, c'est que je crois qu'il n'y a pas assez de scientifiques à la tête de la France. Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, militant toujours de l'Europe. Le tribunal constitutionnel de Varsovie a estimé que la constitution polonaise l'emportait sur le droit européen. Ça vous inquiète ? Oui, de toute façon, c'est une absurdité. Je crois qu'il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que ça n'a pas de sens. Soit vous avez le droit communautaire et il l'emporte sur les droits des partis, soit vous n'avez pas de droit communautaire. Quand vous louez un appartement, vous êtes bailleur et vous avez un locataire. Si, après le contrat, le locataire dit « je suis d'accord avec tous les termes du contrat, sauf que le loyer, je vais payer que 50%. » Ça saute, c'est tout. Dans un système, la loi du contrat est supérieure à la loi des partis. Donc, et là, alors, c'est plus compliqué en Europe, mais c'est quand même ça. On a mis en commun un certain nombre de compétences. Ça implique des décisions communes qui soient respectées. Et une cour de justice pour les faire respecter. Si on ne veut pas ça, on ne veut rien. Alors les Polonais, certains Polonais, parce que ce qui me frappe en Pologne, c'est la vigueur du mouvement pro-européen, mais certains Polonais, le gouvernement polonais veut le beurre, c'est-à-dire l'argent de Bruxelles, les choux de Bruxelles, si je puis dire, et veut l'argent du beurre, c'est-à-dire j'en fais qu'à ma tête. Non. Mais certains hommes politiques français, comme Éric Zemmour, ont approuvé cette décision. Arnaud Montebourg, ici même hier matin, disait « La Constitution ne doit pas céder devant les décisions européennes ». Et puis on a même eu Michel Barnier sur les questions de l'immigration qui s'engage un petit peu dans cette voie. Vous craignez que cette idée fasse tache d'huile ? Vous savez, les gens ont toujours dit n'importe quoi sur les questions européennes. Ce qui m'a toujours paru frappant, c'est qu'on aborde les questions européennes sans les avoir étudiées, sans avoir vraiment posé le problème. Y compris Michel Barnier ? Non, alors Michel Barnier, ça a été une très grande déception pour moi. Michel Barnier est un ami personnel, je l'ai soutenu d'un bout à l'autre, dans ses fonctions de commissaire, dans ses fonctions de négociateur. Mais est-ce qu'il mesure qu'en mettant en cause le droit, parce que c'est David Niven dans les canons de Navarone. Quand vous dites que vous mettez en cause le droit communautaire, vous introduisez l'explosif à l'endroit où tout va sauter. Tout va sauter. L'Europe, c'est pas la puissance. L'Europe, c'est pas beaucoup d'argent. L'Europe, c'est du droit. Si vous mettez en cause la construction juridique, il vous reste rien. Et notamment, il reste rien de ce que Barnier a négocié. Parce que le Brexit, c'est un ensemble d'accords que nous avons passés entre nous et que nous avons passés avec le Royaume-Uni. Et notre combat aujourd'hui, c'est de demander aux Britanniques de respecter la règle de droit. Dire que tout ça est très relatif et que, au moins sur certaines matières comme l'immigration, on pourrait faire autrement. Non. Soit on garde les compétences pour nous, alors c'est ce que propose Zemmour. Zemmour, il veut pas d'Europe, c'est très simple. On garde les compétences pour nous et on les exerce, soit quand on les transfère, on assume les responsabilités qu'on a, on a accepté de transférer, on est partie prenante à la décision, mais on la respecte dans ce qui nous arrange et dans ce qui nous arrange moins. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges.